Alors, merci beaucoup d'être venu. Bienvenue. On commence une nouvelle saison. C'est la 7e année que le Cercle Est-Ouest fonctionne. Bienvenue aux nouveaux, nouvelles. Malheureusement, Yvon Pelletier ne peut pas venir. Il y a un traitement de chimiothérapie aujourd'hui. Il est trop fatigué. Mais il pourrait éventuellement, au mois d'octobre, faire sa conférence qui avait été prévue, qu'on a retardée. Alors, il va quand même assez bien. Là. Je l'ai vu cette semaine. Il y a plusieurs personnes qui l'ont rencontré. Mais il est trop fatigué. Alors, pour commencer, je vais faire appel à un auteur qui est très peu connu, un rhéteur romain, qui est complètement hors sujet. Je fais un Maurice Fournier de moi-même. Je veux dire une énormité. Et l'énormité, j'apprends dans un livre de Pascal Quignard sur le philosophe, le rhéteur, en fait, Porcius Latro, à l'époque de l'empereur Auguste. Et ce penseur qui a écrit, mais on a perdu ses écrits, il a été souvent cité dans l'Antiquité, et il dit ceci, vous allez voir le lien, là, « Nul n'est bon volontairement ». Tout à fait le contraire de Socrate. En fait, quand on agit volontairement, on fait le mal. Et vu qu'on va parler un peu de vertu et de valeur tout à l'heure, je prends un peu le conférencier Yvon Corbeil, qu'on a le bonheur d'accueillir, qui heureusement a accepté notre invitation. Corbeil, qui est un professeur de philosophie, qui a étudié à la Sorbonne, qui a fait des recherches à la Sorbonne, diplômé de l'Université de Montréal, docteur en philosophie, et qui va nous parler des valeurs. Ce qu'il y a de spécial, Yvon Corbeil, qui est peu connu, c'est que c'est une sorte de penseur libre moderne. C'est quelqu'un qui était en affaires, qui avait bien réussi dans la vie et qui a décidé, pour le plaisir de devenir professeur de philosophie, d'aller étudier jusqu'à la Sorbonne avec son maître, j'ai oublié le nom, Jean-Luc Marion, qui est un penseur quand même assez important à la Sorbonne. Alors, quelqu'un qui fait de la philosophie, mais qui aurait pu faire tout autre chose de beaucoup plus payant, mais qui aime la philosophie et un penseur, c'est un penseur. Il vit de la pensée. Et, on ne vit pas riche quand on fait de la philo, mais quand même. Alors, il va nous parler des valeurs. Je pense que j'ai tout dit, et puis il faut que je lui donne la parole tout de suite. Yvon Corbeil. Merci Clément. Merci de m'accueillir parmi vous. Et effectivement, en philosophie, relativement peu d'enveloppe brune. Alors oui, on va parler des valeurs, et oui, on va dire le contraire de ce que Clément vient de dire, à savoir que, il est évident, bien sûr, que tout le monde agit pour le bien, c'est dans la définition du bien que les problèmes peuvent se poser. Alors je vous propose ce soir donc de faire une petite expédition du côté plus de la logique de la valeur, c'est-à-dire du concept de la valeur comme tel, mais... pour que le son se rende mieux, il faut que le micro soit horizontal. Donc, et non pas vertical. Horizontal. Oui, c'est ça. Et là... Marche bien, là, hein? Oui. J'ai l'air d'un pompé. Il marche bien. Puis tu vas avoir la main fatiguée. Alors, je me le tiendrai comme ça. D'accord. Je vais essayer. Et puis, je n'ai pas été chanteur, donc j'imagine que ça, c'est pas très bon. Du côté, donc, de la logique des valeurs, parce que, évidemment, il n'est pas question pour moi de vous entretenir ce soir strictement d'un point de vue logique, ça ne vous intéresserait peut-être pas. Mais ça a des incidences et ça a des conséquences sur les débats habituels que l'on a autour des valeurs. Et il y a une série de difficultés que l'on a dans les conversations et dans les discussions que l'on a autour des valeurs, qui sont liées en fait à des incompréhensions, à une mauvaise compréhension de ce que c'est en fait qu'un concept de valeur. Alors, est-ce qu'il est nécessaire d'en préciser l'intérêt? Je pense que non. Mais, pardon. Le micro, vous ne le tenez pas vis-à-vis Oui, de vos paroles. Il entend pas bien. J'ai entendu pas bien. Un peu plus fort, oui.
Il faudrait le tenir. Il n'y a pas rien. Il y a pas de... Ben non, on l'a oublié. Et puis si je parle comme ça, vous entendez mieux? Oui. Ah, ben voilà, ça va se régler. Voilà. J'ai 4 heures de cours dans le dos aujourd'hui, alors ça va aller. Je suis habitué. Donc, oui, merci. Je s'embête dans ce truc. Les discussions, est-ce qu'il est nécessaire de préciser l'intérêt que nous portons aux valeurs? Je pense que non. Je pense que c'est la dignité humaine comme telle qui est en jeu lorsqu'on parle de valeurs. Il n'y a pas de valeur dans la nature, les animaux en sont incapables, et vraisemblablement ce que l'on appelle l'homme est apparu en même temps que les toutes premières valeurs. Mais ça donne lieu à des débats qui sont évidemment sans fin. C'est normal que ce soit sans fin, mais dans cette infinité de débats que nous avons autour des valeurs, il y a des choses que l'on pourrait, je pense, régler d'une manière assez simple si on se concentrait quelques secondes sur ce que c'est qu'une valeur. Alors, je ne sais pas si je devrais vous lire le texte ou si je devrais enfin, je vais commencer à le lire, mais je risque de m'en écarter à un moment donné ou à un autre. Alors, ce que l'on nomme vertu, n'est-ce pas, s'oppose à ce que nous appelons vice ou encore corruption. Ce que désigne plus précisément chacun de ces termes varie selon les époques et les sociétés, bien qu'un certain nombre de considérations apparaissent davantage pérennes et semblent devoir appartenir plus essentiellement à l'humanité. Il reste pourtant qu'il semble éternellement vertueux, par exemple, de ne pas tuer ou de ne pas mentir. On sait que même ces impératifs catégoriques, si on reprend l'analyse kantienne, peuvent souffrir certaines exceptions, par exemple dans les cas d'une guerre. Être vertueux, c'est fuir le mal et réaliser le bien, ou encore, comme le dit Lalande dans son célèbre dictionnaire, qui a été recopié d'ailleurs dans le manuel de éthique et culture religieuse sans qu'on le cite, c'est adopter des règles de conduite que l'on tient pour valables. Mais à leur tour, bien et mal se laissent ainsi aussi comprendre suivant d'étonnantes variations. Il arrive fréquemment, par exemple, que l'un se transforme en l'autre, et ce, même si on se plaît alors à parler d'exception. Cependant, même lorsqu'on change le contenu du bien, ce qu'il désigne, on continuera d'appeler vertueux celui qui réalise ce contenu, qui fait le bien et évite de faire le mal. Par exemple, en temps de guerre, le courageux qui fait le bien, c'est celui qui tue son ennemi. Si ce que désigne précisément bien et mal peut varier, la déclinaison de ces termes en d'autres, plus précis, elle ne change pas. On va appeler justice le bien réalisé au sein de l'organisation d'une communauté d'hommes. On va appeler fidélité le bien réalisé dans une relation amoureuse ou amicale. Honnêteté, le bien réalisé dans une transaction ou une déclaration. Beauté, car le beau est une valeur aussi. Beauté, le bien réalisé dans les formes. Courage, le bien réalisé dans une action comportant pour soi quelques risques. Et on nomme, à l'opposé, injustice, infidélité, malhonnêteté, laideur, lâcheté, les contraires de ces biens, à savoir les maux. Les valeurs sont donc les parties du bien, celui-ci ayant deux sens possibles. On appelle vertu la réalisation ou l'incarnation d'une valeur, et idéal la poursuite sous la forme d'un objectif que l'on se donne de cette valeur. J'aimerais attirer l'attention sur le fait que le terme employé garde son sens initial malgré les variations du contenu de ce sens. Et cela est vrai autant des termes génériques que sont bien et mal, que des biens et des mots plus précis que sont les valeurs. En d'autres termes, est vertueux l'homme courageux, peu importe comment l'on définit précisément alors, selon les circonstances ou le contexte, le courage. La distinction entre le bien et le mal, ainsi que l'importance qu'elle prend à nos yeux, constitue l'un des traits distinctifs majeurs qui nous éloignent de la nature. Seul l'homme peut assassiner, mentir ou voler. Lui seul peut, à l'inverse, aimer, se montrer généreux ou sacrifier sa vie pour un idéal ne lui rapportant aucun profit mesurable. Du fait que la valeur est absente de l'ordre naturel, sauf dans les films de Walt Disney, bien sûr, nous sommes en droit de tenir celle-ci pour une création propre de l'humanité. Et les modèles philosophiques classiques la montrent ainsi comme étant à la fois ce qui nous distingue, ce qui nous définit et ce que nous devons atteindre, c'est-à-dire réaliser, puisque contrairement à l'ordre naturel qui se déroule selon des lois internes, la valeur ne peut être rendue effective que si elle est librement voulue. De tout temps, donc, l'homme véritable est l'homme de bien, pour reprendre une expression classique qu'on utilisait il y a encore peu de temps.
c'est-à-dire celui qui agit librement de manière à rendre effective dans l'ordre naturel des significations qui ne prennent pas leur source dans cet ordre naturel. Cette propriété exclusive que nous avons sur la valeur, ainsi que l'importance que nous lui accordons, ne vont pas sans créer d'étonnantes difficultés lorsque vient le moment d'intégrer cette valeur dans un raisonnement quelconque, difficultés dont témoignent ad nauseam, oserais-je dire, les éternels débats que les hommes ont eus, ont et auront, lorsqu'il s'agit de dégager la vérité ou la fausseté d'un énoncé contenant une valeur quelconque, ou même, plus modestement, de simplement s'assurer que les interlocuteurs parlent et entendent la même chose. Si les énoncés mathématiques peuvent faire l'objet d'une déduction simple, à partir des concepts du temps et de l'espace empruntés à ou suggérés par la nature, si les concepts de choses sensibles peuvent faire l'objet d'une entente sur la base d'une vérification objective, extérieure et commune à tous les intéressés, les concepts de valeur sont, pour les opérations de la raison, un défi autrement plus complexe. Je ne voudrais faire à personne l'injure d'expliquer des choses que tous ici connaissent déjà, mais pour la logique de mon propos, je dois maintenant aller en amont du concept de valeur pour traiter de la manière générale suivant laquelle la raison emploie les concepts. Nous regroupons sous une règle tous les particuliers que nous estimons être le même, une fois écartées les caractéristiques dites accidentelles. Le concept de chaise ou de chameau assemble ainsi toutes les chaises et tous les chameaux, et distingue, en l'occurrence, les premiers des seconds. Ce qui est pratique, d'ailleurs, si vous décidez de vous asseoir, de bien choisir la chaise plutôt que de choisir le chameau. Et vous pouvez toujours demander au chameau de s'abaisser pour vous asseoir dessus, ce que vous ne pouvez pas demander à la chaise. Mais enfin, ce sont des choses que, normalement, vous savez. Il s'agit d'une règle, car le concept ne peut évidemment pas être imaginé ou décrit, autrement que sous la forme d'un exemple, ce qui, dès lors, en constitue la négation. L'exemple est la négation du concept, puisque tout exemple est forcément un particulier. L'exemple doit mener vers la considération du concept, mais l'exemple lui-même, évidemment, en est la négation. Pour dire le concept, nous utilisons ce que nous appelons une définition, laquelle tente de rendre le sens du concept tout en respectant sa généralité. Maintenant, si par ailleurs nous considérons le fait que toute opération rationnelle se laisse ramener à une forme basique que l'on a l'habitude d'identifier sous la forme de S et P, c'est-à-dire la forme est rouge ou la pomme est rouge, c'est-à-dire le sujet est prédicant, et que la raison se donne invariablement pour tâche de tester la validité d'abord, puis la vérité ensuite de cet énoncé, il s'ensuit toute une série de conséquences qui auront une grande importance pour notre réflexion à nous. Notons d'abord que tous les termes, sujet et prédicat, n'offrent pas à la raison la même consistance. Si on compare, par exemple, l'énoncé 2 plus 2 est 4, la pomme est rouge et Marie-Laure est belle, ce n'offre pas à la raison le même défi, même si ces trois énoncés ont au départ une forme similaire. S'il s'agit de vérifier l'énoncé, c'est-à-dire s'il s'agit d'aller voir s'il est vrai, nous obtiendrons trois résultats entièrement différents sur un strict plan de la logique. Dans le cas du premier, 2 plus 2 est 4, nous avons une vérité que nous appelons apodictique, c'est-à-dire qu'elle est ressentie sous la forme d'une évidence. Et si cette évidence n'est pas immédiate pour quelqu'un, on peut espérer la lui suggérer en empruntant un chemin parallèle jusqu'à temps que cette apodicticité le frappe. Et si elle ne le frappe jamais, on a un problème. La vérité du second énoncé, c'est-à-dire la pomme est rouge, est circonstancielle. Elle est obtenue, et non déduite, à partir d'une vérification possible dans l'expérience ou, dans d'autres cas, en fonction de la confiance que l'on accorde à celui qui le profère. Par exemple, ma voiture est noire. Vous pouvez toujours aller voir ou vous pouvez me croire. Mais il n'y a pas de vérité possible quant au troisième énoncé. L'énoncé « Marie-Laure est belle » ne peut en aucune façon être vrai. Une évidence n'est-elle que si elle peut être expérimentée par tous, alors que dans le cas d'une vérité obtenue après vérification dans l'expérience, comme mon histoire de voiture qui est noire, on pourra dire qu'il est nécessaire que l'objet expérimenté, d'une manière quelconque, projette sa qualité. C'est-à-dire que la voiture me montre qu'elle est noire, et non pas la reçoive, comme dans le cas de Marie-Laure qui est belle, et qui doit attendre, cette pauvre Marie-Laure, que je lui dise qu'elle est belle, ou que je la trouve belle.
Dans le cas des jugements de valeur, donc, les conditions pour une vérification possible ne sont donc pas remplies. Soit dit en passant, s'il y en a quelques-uns parmi vous qui sont encore des professeurs ou qui l'ont été, on trouve depuis quelques années dans nos magnifiques manuels faits pour nos collègues qui ne sont pas capables d'inventer leur cours eux-mêmes, quelques subtilités, notamment la distinction dans les jugements de valeur entre des jugements qui seraient dits prescriptifs et d'autres qui seraient descriptifs. Alors, la distinction que l'on rencontre désormais, cette distinction, donc, ne fait état que de l'intention du locuteur quant à l'usage qu'il confère du concept de valeur et devrait être proscrite dans les cas des professeurs. Elle devrait être proscrite pour la raison suivante, c'est qu'elle tend à insinuer qu'il existe une manière d'objectiver une valeur. Dans le cas du jugement descriptif, par exemple, lorsque je dis la différence entre « ne fume pas, c'est mal » ou « il est mal de fumer ». Alors, « ne fume pas, c'est mal », c'est un prescriptif, alors que « il est mal de fumer », c'est un descriptif. Dans la formule descriptive, il y a une insinuation à une possibilité que l'énoncé soit vrai. Or, comme il contient une valeur, il n'est pas plus ni vrai ni faux que le précédent. Mais pourquoi ne peut-il y avoir de vrai et de faux lorsqu'il y a une valeur dans un énoncé, et qui contient évidemment une valeur? Cela ne peut évidemment pas tenir à la forme. Est-ce que je serais mieux d'arrêter le temps que... Non. Non, on est vite. Faut que je continue, Marie? C'est un café. S'il ne peut y avoir de vrai et de faux dans les énoncés qui sont des jugements de valeur, ça ne peut être à cause de la forme, puisque la forme est la même. 2 et 2 est 4, la pomme est rouge, et puis Marie-Laure est belle. En fait, le problème tient à la stabilité de la règle. La stabilité de la règle qui prescrit ce que contient ou ce que renferme le concept. Cette règle, lorsqu'elle règne sur le concept de 2 ou de 4 ou de égalité, étant entendu qu'il s'agit ici de l'égalité mathématique, cette stabilité, cette règle, elle est universelle, elle est durable. Dans une mesure exigeant cependant quelques précisions complémentaires, il en irait de même pour pomme et pour rouge, pour l'exemple que j'ai traficoté, ma voiture et le noir. Et d'ailleurs, les définitions de ces objets ne changent pas. La définition de pomme, de rouge, de 2, de 4 et de égalité ne variera jamais, et quiconque voudrait en faire varier la définition s'expulserait en fait de l'exercice commun de la rationalité. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de vrai ou de faux dans un jugement de valeur, tout simplement car il n'y a pas de définition universelle et durable des valeurs. Cependant, pour traiter de tels énoncés, les jugements de valeur, la raison ne dispose d'aucun autre principe que ceux qu'elle applique constamment dans toutes ses opérations. Si la pomme est rouge est un énoncé vrai, alors la pomme est non rouge et faux. Et si 2 et 2 est 4, alors 2 et 2 est 5, ou non 4 ou 6, ou je ne sais pas quoi, elle est fausse aussi. La vérité se distingue de la fausseté, elle émerge du rejet de cette dernière. Il n'y a pas de vrai, sans qu'il puisse y avoir autour du faux ayant été ou pouvant être rejeté. Or, si je tente d'appliquer ce type d'opération sur des énoncés comportant des concepts de valeur, je me rends compte que je pourrais accepter la vérité d'énoncés contradictoires. Il me suffit simplement, pour ce faire, de changer chaque fois la définition de la valeur concernée. Ainsi, par exemple, je peux dire « donner à chacun une part égale est juste »,« donner à chacun selon ses mérites est juste »,« donner à chacun selon ses besoins est juste ». Je me retrouve en fait avec 3 définitions différentes de la justice. Ou encore, si on veut prendre un autre exemple que la justice, Mère Teresa, que vous connaissez peut-être tous, est belle, Marie-Laure est belle et la mariée est belle. Dans les 3 cas, j'obtiens des beautés qui ne sont pas la même et des ceux qui ne renvoient pas à la même chose, alors que pourtant j'ai utilisé le même concept. Voilà qui est très, très, très économique pour quiconque veut être vertueux. Il suffit, en effet, chaque fois, pour chaque comportement dont on a envie, de trouver la bonne définition de la valeur concernée. Ce faisant, on agit toujours pour le bien.
Et c'est ainsi que Socrate a pu montrer que l'on n'agissait que pour le bien, et que pour les affaires des hommes, et que si les affaires des hommes étaient troubles, c'était tout simplement parce que nous ne connaissions pas encore la vraie définition du bien, ainsi que celle de ses sous-traitants, pourrait-on dire, que sont les valeurs. Protagoras, 345, DE et compagnie. Cette volatilité du concept de valeur explique évidemment beaucoup de choses. Et c'est à partir de là où on revient en quelque sorte sur le terrain des vaches et qu'on s'intéresse davantage à l'impact que ça peut avoir dans la vie de tous les jours. Cette volatilité, donc, du concept de valeur explique évidemment beaucoup de choses, et notamment le fait que dans toute communauté humaine, il faille la fixer sous la forme de lois et règlements. Mais cela explique aussi pourquoi ces mêmes fixations font l'objet de perpétuelles contestations et remises en question, ce qui, remarquons-le, n'arrive jamais avec le concept de deux. Ceci explique aussi pourquoi l'escroc ou le criminel peut ne pas prétendre l'avoir été, c'est-à-dire l'escroc ou le criminel peut croire en toute bonne foi avoir agi pour le bien, alors que tous les autres autour sont en train de lui dire qu'il a mal agi. Ça non plus, ce n'est pas possible avec des énoncés mathématiques ou avec la couleur de la pomme. Il semble donc que face à la valeur, nous n'ayons que deux possibilités. Soit nous donnons artificiellement à la valeur une définition stabilisée, soit nous acceptons que cette définition reste variable, phénomène qui culmine par exemple dans nos sociétés sous la forme de ce que nous appelons habituellement le relativisme des valeurs. L'ennui, c'est qu'aucune de ces deux possibilités n'est acceptable ou recevable. La fixation artificielle de la définition d'une valeur était historiquement l'affaire d'un dogme, qu'il soit divin, royal, dictatorial. On peut même estimer que la fixation d'une règle de valeur, par exemple, peut encore faire l'objet d'une dictature de la part, par exemple, d'un père dans une famille ou des choses comme ça. Quoique ça aussi, c'est un modèle qui a tendance à s'effacer avec les années qui passent. L'évolution de nos sociétés et l'accent mis sur la liberté de penser ainsi que sur l'égalité des citoyens rendent désormais impensable le recours à une telle solution. Il devient aujourd'hui impossible d'espérer fixer les définitions des valeurs selon un décret qui nous viendrait de je ne sais pas trop où. Mais le relativisme des valeurs n'est pas davantage une voie que l'on puisse emprunter. Une communauté d'hommes ne peut se constituer qu'autour d'une série de règles et de normes acceptées par tous. On ne peut évidemment pas faire varier continuellement ces dernières au gré des redéfinitions perpétuelles qui émanent des individus. La seule voie praticable, et c'est là qu'on estime être plus intelligent que les autres, la seule voie praticable est donc celle qu'il faudrait appeler les accommodements raisonnables, qui, soit dit en passant cependant, l'accommodement raisonnable constitue comme tel une valeur et à ce titre reste formellement contestable. C'est la voie du milieu entre les deux impasses décrites si haut. Elle consiste pour une société donnée à tenter de s'entendre sur ce qu'est le bien et le mal, tout en trouvant le moyen de laisser à chacun le libre loisir de les définir comme il veut. Est-ce souhaitable? Peut-être. À la limite même, probablement. Est-ce possible? Je ne le pense pas. Du moins tant que l'éducation des esprits n'aura pas atteint un niveau auquel, pour l'instant du moins, on ose rêver. Pour saisir toutes les difficultés qu'impliquent les multiples débats sur les valeurs, lesquels agitent perpétuellement nos sociétés, et c'est normal qu'il en soit ainsi, le mieux est, me semble-t-il, d'apercevoir comment elles se manifestent au niveau individuel. Il deviendra l'esprit de personne, je crois, d'épouser quelqu'un qui n'aurait pas la même définition de la fidélité que nous, ou encore de se lancer en affaires avec qui aurait de l'honnêteté une conception différente de la nôtre. La raison applique au concept de valeur un traitement similaire à celui qu'elle réserve à tout concept, en raisonnant depuis une définition fixe, stabilisée, et ce, malgré que l'on sache par ailleurs qu'elle n'est pas fixe et qu'elle n'est pas stabilisée. Mais on a tort de croire que les valeurs ne sont que ces quelques grandes choses dont on pourrait établir la liste exhaustive à partir des sous-titres des dialogues socratiques ou des livres de l'éthique à Nicomaque. Si l'on cantonne le plus souvent la valeur à des choses comme la justice, le beau, le courage, l'honnêteté ou l'amour, on oublie trop souvent que l'on peut valoriser à peu près n'importe quoi. C'est même, pour parler grec, c'est même un de nos trademarks à nous, les êtres humains, que de valoriser à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire, en fait, de désobjectiver ou d'idéaliser quelque chose.
Si par exemple un homme politique est un terme qui jouit d'une définition stable, ce n'est plus le cas lorsque je parle d'un bon homme politique, l'opposant ainsi à un autre qui en serait un mauvais homme politique, tout en n'étant pas moins homme politique que le premier. Et je peux répéter ce genre de valorisation pour n'importe quoi ou presque. Est-ce que j'ai l'impression d'être un bon professeur? Oui. Et qu'est-ce que je pense de mon collègue qui n'enseigne pas comme moi? Eh bien, mon collègue qui n'enseigne pas comme moi, il est moins bon que moi. Car si je trouvais qu'il était meilleur que moi, je me mettrais à lui emprunter des façons de faire pour améliorer ma méthode. Je lui dirai pas, bien entendu, à ce collègue qui enseigne moins bien que moi, mais je n'en pense pas moins. Et si je croyais que sa pratique est meilleure que la mienne, comme je le disais tantôt, je lui emprunterais des trucs. D'ailleurs, la distinction entre le bien et le mal, c'est comme ça que nous l'avons appris, c'est-à-dire en allant pêcher chez les autres certaines choses que nous jugions correctes et en repoussant certaines autres que nous estimions incorrectes. Et ça ne s'arrête pas là. Bon professeur, bon homme politique, en fait, des valeurs, il y en a partout. Et même là où parfois on a tendance à remplacer la valeur par un fait, comme par exemple la santé, le danger, qui sont la sécurité, qui sont évidemment absolument pas des faits, mais des vertus, des valeurs, puisque leurs définitions ne sont pas stabilisées. Ce qui est dangereux pour vous ne l'est pas nécessairement pour moi, et ce qui m'indique à moi une bonne santé peut indiquer aux yeux des autres quelque chose comme une santé déréglée. Ça dépend de ce qu'on tient en compte, et ça dépend de ce dont on tient compte de bien des choses. Que fait-on avec un ami ou un parent que l'on sait avoir sur certaines définitions de certaines valeurs, des opinions différentes des nôtres, pardon? Eh bien, nous évitons le sujet, comme dans les sages parties de Noël, où on sait qu'avec mon oncle un tel ou ma tante une telle, il vaut mieux ne pas aborder tel ou tel sujet. Sage comportement, mais auquel on doit évidemment renoncer dans le cas d'un débat public. C'est en observant la manière dont individuellement nous nous comportons avec les valeurs, à savoir que nous ne sommes pas capables d'accepter la présence d'une définition différente. Bien sûr, nous savons qu'elle existe, cette différence, mais nous ne la côtoyons qu'à un certain prix. D'accord, oui, changeons de sujet, je veux bien aller manger avec toi, on va éviter de parler de telle chose parce que c'est un sujet qui fâche, etc., etc. On s'en arrange bien sur un plan individuel. Mais lorsqu'on arrive sur le plan collectif, on ne peut pas faire ce genre d'économie et ce genre d'escapade, on ne peut pas s'en sortir. Car voilà, la valeur des autres, lorsqu'elle diffère de la nôtre, est tenue par notre raison comme fausse. Nous lui appliquons en fait le principe de non-contradiction comme nous le faisons pour n'importe quel énoncé. Il ne nous reste plus alors soit qu'à convaincre l'autre d'être d'accord avec nous, ou soit de se convaincre avec lui de sa définition. La raison, que ce soit des valeurs ou que ce soit des énoncés mathématiques, ne peut admettre différentes définitions pour une même chose. L'équilibre et le fonctionnement rationnel est à ce prix. Imaginons que chaise désigne au gré des locuteurs ou des circonstances tantôt un meuble pour s'asseoir et tantôt une maladie tropicale contagieuse. Il en irait soit d'une homonymie déclarée, en quel cas on assurerait le fonctionnement rationnel en précisant a priori de quelle chaise on veut parler, soit d'un cas où il y a une erreur quant au vocabulaire. Mais dans le cas de la valeur, il ne s'agit pas d'une erreur, mais bien de ce qui en est véritablement. Il n'est donc pas étonnant de voir que les débats qui mettent en scène les valeurs, et ce sont les plus nombreux, car les autres jugements de fait, 2 plus 2 égale 4, la voiture est noire, finissent toujours par trouver un consensus satisfaisant, donc que les débats qui mettent en scène des valeurs soient émaillés de complications interminables, lesquelles le seraient peut-être un peu moins, je pense, si on s'avisait d'abord clairement de la manière dont la raison les utilise dans ses opérations. Tout ceci me permet, me semble-t-il, de mettre au clair un certain nombre de choses, et je voudrais tirer de tout ça quelques conclusions et quelques conséquences qui peuvent sembler intéressantes. D'abord, l'idée qu'il faille respecter les valeurs des autres est rationnellement impossible. La raison n'accepte pas qu'une même chose puisse avoir 2 définitions différentes. Elle conclut nécessairement, selon la logique habituelle, que les 2 peuvent être fausses, mais que si l'une est vraie, l'autre, qui n'est pas la même, n'est nécessairement pas vraie et donc fausse. Partant du principe énoncé dès l'Antiquité que l'on n'agit jamais que pour quelque bien, n'est-ce pas?
Je penserai toujours que ma définition est meilleure que celle de l'autre, sauf si ce dernier finit par me convaincre que je me rallie à la sienne. Soit dit en passant, ceci explique qu'il n'est pas contradictoire d'admettre que tout escroc criminel déclaré a de fait agi au nom d'une valeur quelconque et donc au nom de quelque bien. Si le bien d'un braqueur de banque peut sembler particulièrement mesquin, local, on peut néanmoins suivre l'évolution de ce petit bien jusqu'à un autre plus vaste, en passant par exemple du chef mafieux qui veut le bien de sa famille, de l'administrateur qui veut le bien de ses actionnaires, du gouvernement qui veut le bien des citoyens, et jusqu'au lancinant développement durable. Il n'y a jamais là qu'une progression quantitative, et ces biens sont toujours contestables au nom d'une autre définition de ce que nous estimons être le bien. Par exemple, le développement durable peut être considéré par ceux que l'on appelle les hard ecologistes comme étant quelque chose qui est inacceptable. Ceux qui ont pour devise « si l'homme menace la planète, que l'homme disparaisse », eh bien évidemment, le développement durable leur apparaît comme étant une hypocrisie. Puisque si je veux développer durablement, ce n'est que pour profiter de la nature plus longtemps et non pas de laisser la nature profiter d'elle-même. Deep ecologist. Deep, hard, deep. Deep ecologist. Deep, hard. C'est creux. Les deux. Respecter une valeur qui est autrement définie est impossible. Et c'est une hypocrisie que nous nous donnons généralement lorsque nous estimons que nous sommes capables de faire ça ou que nous le faisons joyeusement. Cependant, puisqu'elle n'est pas un objet ou un être naturel, la valeur, et que dès lors elle est une pure création de mon esprit, je ne peux me reconnaître ce pouvoir de création de la valeur sans reconnaître simultanément que tout être rationnel possède le même. C'est donc l'autre et sa raison que je dois respecter plutôt que l'usage qu'il en fait. Et de cet usage qu'il en fait, je peux, et en fait je dois discuter, puisque sa définition qui diffère de la mienne menace la mienne. Le débat est donc inévitable, même s'il peut être, et est parfois, reporté ou ajourné. Puisque le mal n'est pas un moteur d'action, et que la valeur constitue le motif distinctif de l'action humaine, au-delà du motif. Ça pourrait être. J'arrive dans mon punch en même temps que la bière. Alors, je pourrais vous raconter... est-ce que vous connaissez les histoires de Winnie l'ourson? Oui. Oui, Winnie l'ourson. C'est parce que ma petite, j'ai une petite de 2 ans et demi, moi, puis elle écoute beaucoup Winnie l'ourson ces temps-ci. Alors, on est en train de revisiter toutes les émissions pour enfants. Et Dieu merci, on s'est débarrassé des pédagolos là, des années 70, passe-partout, machin, etc. Tu vas bien ce matin, comment vas-tu? Ça disparaît un peu, ça quitte les... Bon, on peut reprendre, merci. Puisque le mal n'est pas un moteur d'action et que la valeur constitue le motif distinctif de l'action humaine, au-delà du motif instinctif que nous partageons avec les autres vivants, je dois d'abord saisir la définition de la valeur de l'autre pour comprendre ses actions, et non simplement le juger à partir des miennes. Car comme moi, je dois présumer qu'il agit au nom de certains biens. Alors donc, l'autre n'agit pas pour le mal. Le problème, lorsque je constate qu'un autre, je trouve que l'autre agit mal, c'est qu'en réalité, nous différons sur notre définition du bien. C'est pas tout à fait pareil, ça n'initie pas la même difficulté et ça n'enclenche pas le même genre de débat. Les lois et règles qui unissent une communauté autour d'une même définition de la justice et de certaines autres valeurs en cause, sont l'indice des définitions de compromis adoptées et à ce titre deviennent des définitions stables pour tout usage public. Il est impossible d'admettre des registres de définitions de valeurs différentes au sein d'une même société sans la faire éclater. C'est à titre privé que l'on doit poursuivre le débat sur la définition des valeurs. Les valeurs sont de pure production de la rationalité, comme je l'expliquais tantôt, et à ce titre ne sont définies ni dans la nature, ni dans l'une ou l'autre forme déclarée de surnature. Il n'y a pas de valeur dans la nature, il n'y en a pas non plus au ciel. C'est l'homme et l'homme seul qui est responsable de ces idéaux au nom desquels il prétend agir. Les sociétés d'il y a... Il me reste juste une feuille. Les sociétés d'il y a à peine quelques décennies
affichait à l'égard de la définition des valeurs une stabilité que nous ne connaissons plus et que nous ne connaîtrons vraisemblablement plus. Cela est évidemment dû aux migrations des populations, à la recomposition subséquente des tissus sociaux, recomposition dont la marque n'est plus l'homogénéité, comme vous l'aurez remarqué, quoiqu'on le remarque davantage au Québec, à Montréal, qu'on puisse le remarquer à Trois-Rivières. À Montréal, la diaspora est plus large, à Trois-Rivières, ça nous arrive à peine, et ça nous crée des hérouville, parfois. Cela exerce une forte pression quant à la redéfinition des valeurs. Cette pression, elle est inévitable et elle doit se conclure par de nouveaux compromis. Il est impensable et illogique de vouloir résister à ces transformations. Pourquoi? Parce que si on ne veut pas redéfinir ces valeurs, il ne faut pas admettre dans notre société des gens qui ont des définitions différentes des nôtres. À partir du moment où nous les admettons et qu'ils ont exactement la même dignité que nous pour les définir, nous n'avons pas le choix que de créer de nouveaux compromis avec des gens qui arrivent avec de nouvelles définitions. Ces compromis ne peuvent cependant s'établir correctement qu'à partir de la reconnaissance de deux principes qui me semblent inaliénables. C'est la raison humaine qui crée les valeurs, ni la nature, ni Dieu, quelle qu'en soit la représentation que l'on s'en fasse d'ailleurs. Je rappellerai que c'est quand même en distinguant le bien et le mal que l'homme a été chassé du paradis. De sorte que des définitions des valeurs qui soient issues, par exemple, d'une croyance religieuse, ne peuvent être utilisées comme telles que pour des usages privés et n'ont aucune prérogative de quelque nature que ce soit lorsqu'on les propose à l'usage public. Seule la raison est commune, les croyances ne le sont pas. Cependant, la raison humaine est la propriété de tout être humain et le pouvoir de définir les valeurs est le même pour tous. Agir au nom d'une valeur plutôt que de simplement agir pour des motifs de conservation de soi, c'est le signe de l'humanité. C'est notre affaire la plus importante, la plus significative. En fait, c'est notre seule véritable dignité. C'est par l'éducation seulement que nous pouvons espérer parvenir à une entente quant à ce qui est bien et ce qui est mal, alors même qu'il est impossible que nous puissions nous passer d'une telle entente. Une éducation digne de ce nom, bien évidemment, c'est-à-dire une éducation qui ne se limite pas à transmettre des connaissances permettant d'exercer un métier, mais qui ne se contente pas non plus de prêcher aux citoyens le respect des valeurs des autres, alors que rationnellement, c'est tout simplement impossible. Je vous remercie. Merci beaucoup.